Donc je vais vous présenter le projet de développement du télétravail dans le département de l'Orne, dont je suis à l'origine, qui repose sur une politique d'accueil de télétravailleurs qui est facilitée par la création d'un réseau de télécentres. Il y a un projet qu'on va voir qui s'appelle Nomade 100. Et puis je vais essayer de vous présenter un peu comme on l'avait fait aux élus de la Nièvre, de l'agglo de Cosne-sur-Loire qui étaient venus nous voir dans le premier télécentre en service, à Boitron, les bonnes pratiques pour essayer de réussir la création d'un de ces lieux, de ces tiers-lieux de travail entre la maison et le domicile. Alors, le télétravail, c'est une piste stratégique d'accueil. On n'est pas le premier département à avoir eu cette idée, puisque le département du Gers, la Chambre de commerce du Gers, est inscrit depuis très longtemps, depuis 9-10 ans, dans un projet Interreg entre l'Espagne, l'Irlande et la France, pour accueillir des nouvelles populations sur la base du télétravail. C'est une politique qui a également été développée par le Conseil général du Cantal, qui est un département très enclavé dans le centre de la France, donc qui a créé des télécentres, qui n'a pas encore abouti sa politique, donc qui est en train d'avoir une deuxième génération de développement de cette politique. Sans nous vanter, on a profité des expériences de tout le monde et on a une politique qui est peut-être un peu plus efficace parce qu'on a tenu compte un peu des erreurs ou des manques des autres territoires. On en parlera tout à l'heure. Alors, l'Orne est un département qui est très rural. On a pas mal d'atouts. On est au cœur de la Normandie et des Pays de la Loire. On est à 2h30 de Paris en voiture. Donc on peut faire l'aller-retour dans la journée pour avoir des clients ou des correspondants en région parisienne, qui est un gros bassin évidemment d'activité économique en France. Et le côté négatif, c'est qu'on est très enclavé dans le domaine des routes, qu'on n'avait pas beaucoup de débit, et que depuis 5-6 ans, le Conseil général a développé une couverture totale du département en WiMAX, avec la technologie WiMAX, qui est une espèce de super Wi-Fi. Et donc là, moi, je suis en train de vous parler avec un débit symétrique de 2 mégaoctets, ce qui en milieu rural est rarement le cas, parce qu'on a de la DSL qui, en général, qui ne marche pas toujours très très bien. En attendant d'avoir la fibre optique, on a au moins du WiMAX. Alors, notre département rural est très peu dense, 42 habitants au kilomètre carré, un peu moins de 300 000 habitants pour tout le département. C'est évidemment activité très primaire autour de l'agriculture, transformation agricole et artisanat aussi, et pas très technologique évidemment. C'est un bon cadre pour une politique d'accueil de nouvelles populations, parce que le foncier n'est pas très cher pour les Parisiens en particulier qui cherchent des habitations. Le foncier n'est pas cher. Le cadre est superbe. C'est presque aussi joli que la Nièvre. Je dis ça parce que j'ai failli m'installer dans la Nièvre avant de venir dans l'Orne. Donc c'est une très belle région et il y a beaucoup de touristes ou de gens qui viennent le temps pour séjour en week-end parce que c'est assez attractif. Donc quand j'ai quitté la région parisienne en 2004 et que je me suis installé dans l'Orne, j'ai lancé thevillage.net, qui était à l'origine un petit laboratoire de politique d'accueil. J'ai fait ça sans aucun moyen, sans aucune structure, et en quelques années, on a attiré 6 familles à l'échelle d'un canton, 6 familles de télétravailleurs, et au bout de 4 ans, je suis allé voir le président du Conseil général, Alain Lambert, et je lui ai proposé d'en faire une politique du département, une politique d'accueil du département, parce que moi j'avais fait le tour du problème. J'étais bénévole, donc soit j'arrêtais, soit j'essayais de continuer dans une autre dimension. Donc il a tout de suite été emballé par le projet. Ça aboutit au projet de Nomade 100 dont je vous parlais, qui consiste à développer des infrastructures, de la formation et
du réseau très haut débit. Alors le projet Nomad 100 lui-même, c'est juste la partie télécentre. Il se trouve que le Conseil général était déjà engagé dans sa politique de réseau très haut débit, que moi j'avais lancé un club de télétravailleurs qui comptait déjà 120 télétravailleurs quand on a démarré le projet Nomad 100, et qui a permis d'ajouter la brique infrastructure de télécentre qui manquait pour avoir des lieux d'accueil pour les télétravailleurs disséminés dans le territoire rural. Alors ça tombait bien également parce que c'était en cohérence, ce projet était en cohérence avec le projet du Conseil régional qui voulait multiplier les points d'entrée très haut débit sur le territoire et qui était tout à fait favorable à encourager le télétravail comme usage des réseaux à très haut débit. Donc le projet Nomad 100 a été voté il y a 2 ans par l'Assemblée du Conseil général de l'Ordre. Et ce projet consiste à soutenir la création de 10 télécentres ruraux en 3 ans, sachant que le Conseil général finance 40% de la partie immobilière, plafonnée à 100 000 €. Ce qui représente quand même, pour des télécentres pas très chers en milieu rural, qui représente pas mal d'argent. Donc ça permet de développer le projet. Alors certains ont couplé ça avec des projets fédères, comme à Belém, dans des projets plus larges. Il y a 2 télécentres qui ont des fonds fédères, mais les autres, c'est en général des fonds de communautés de communes, 2 consulaires, les 2 chambres de commerce du territoire ont créé un télécentre, et les autres sont des communes. Et j'oubliais, il y a un porteur de projet particulier, qui est une petite entreprise qui crée un espace de coworking télécentre. Donc aujourd'hui, il y en a 5 d'ouverts, il y en a 4 en travaux qui vont ouvrir au début de 2013, et il y en a un qui devrait ouvrir en 2014. Alors, pour qui sont faits ces télécentres? Télécentre étant un terme un petit peu global, générique, qui ne traduit pas vraiment les nouvelles formes de travail. Parce qu'aujourd'hui, dans un télécentre, on pratique aussi ce qu'on appelle le coworking, c'est-à-dire qu'on travaille, des travailleurs indépendants travaillent avec leurs pairs, et ils vont surtout pour trouver des compétences d'autres gens pour ne pas rester en permanence tout seuls chez eux. Ils sont d'accord pour travailler chez eux, mais ils ont aussi envie de ne pas être isolés et de choisir les moments où ils vont travailler avec d'autres. Et pour ça, il faut un peu d'infrastructure, c'est-à-dire des lieux équipés dans lesquels on a du très haut débit, qui est une condition presque indispensable pour tous les usages avancés, les usages professionnels du web. Alors, dans ces télécentres, on trouve des travailleurs indépendants, on trouve quelques salariés, et puis on trouve aussi des résidents secondaires, des gens qui ont une maison, parce que je vous le disais tout à l'heure, on est à 2h30 de Paris, donc on a pas mal de résidences secondaires, surtout dans la partie est du département, la plus proche de Paris. Et donc vous avez des cadres qui ont une maison de campagne et qui prennent un vendredi et un jeudi dans leur maison de campagne et qui ont la possibilité de rester travailler. Donc c'est de l'activité économique supplémentaire, de résidentiel. Mais ça permet aussi d'améliorer le modèle économique de financement des télécentres, parce que ça fait quelques clients supplémentaires. On a aussi une population de nomades. Alors les nomades qui sont souvent des commerciaux ou des cadres en déplacement, comment est-ce qu'ils font quand ils veulent se connecter et travailler aujourd'hui? Ils vont chez McDo. Si vous regardez les parkings de McDonald's entre midi et 2h à l'heure du déjeuner, vous voyez plein d'ordinateurs et quand il y a trop de bruit à cause des petits-enfants qui déjeunent, là, vous les voyez dans leur voiture sur le parking qui attrape le wifi de McDo et qui travaillent dans leur voiture. Donc c'est pas très confortable pour travailler. Donc nous on a disséminé nos 10 télécentres sur tout le territoire de manière à profiter aussi et à offrir du service à ces nomades mal installés. Alors qu'est-ce qu'on peut dégager comme règle, comme bonne pratique pour réussir un télécentre ou d'une manière plus large, un tiers-lieu
et surtout au milieu rural. Nous, sur 10 télécentres, on en a 8 en pleine campagne, 2 à la périphérie de Alençon et de Flers, qui sont les deux projets portés par les chambres économiques. Et en dehors de ces deux-là, qui sont plus urbains, les autres sont complètement ruraux. Donc, ils sont perdus à la campagne. Alors, il faut bien voir que dans les 35 télécentres, alors il y en a un peu plus aujourd'hui, mais ça c'est une étude du CNRS qui date d'il y a un an. Sur 35 télécentres, il y en a 28 qui avaient répondu à l'enquête du CNRS, et on s'aperçoit qu'il y en avait 35% qui ne voyaient jamais un télétravailleur, qui était toujours vide. C'est énorme. Il y en avait 21% qui n'étaient fréquentés que de manière sporadique, qui étaient vides en particulier en hiver, pendant les vacances. Donc un semi-échec aussi, et 28% qui comptaient qu'entre 1 et 5 télétravailleurs réguliers. Donc vous voyez que le bilan n'est pas très florissant. On pourrait même se demander, comme le faisait l'étude du CNRS, si la politique publique d'aménagement de télécentres en France n'était pas un échec. Et en fait, si, c'est un échec. Mais c'est un échec qu'on peut parfaitement expliquer et dont on peut éviter les causes. D'abord, on s'est aperçu qu'il fallait des lieux dans lesquels les gens avaient plaisir à venir travailler. Donc il fallait que ce soit des lieux conviviaux. Donc là, vous voyez le petit dessin d'architecte de la deuxième version du télécentre dans mon village, à Boitron, qui est un bâtiment HQE en bois et en verre, qui est une rénovation d'un petit bâtiment que vous voyez sur la droite, qui est parfaitement suffisant à l'échelle de notre petit village, qui n'est pas très cher, et qui permet néanmoins, en précisant dans le cahier des charges, d'avoir quelque chose d'agréable à vivre, agréable à travailler. Deuxièmement, il faut offrir des services qui font la différence avec la maison. Si vous êtes aussi mal équipé qu'à la maison, c'est pas très efficace. Donc en particulier, il faut du très haut débit. Il faut du très haut débit qui est la condition quasi indispensable. Si on veut avoir des usages professionnels, il faut pouvoir se connecter confortablement à l'Internet. Il faut également, et ça c'est peut-être la partie la plus importante, autour du télécentre. Nous, on avait commencé par le réseau humain et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout gênant. Quand vous voyez tous les projets d'espace de coworking urbain en ville, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont d'abord une communauté. Quand on a une communauté qui a envie de travailler ensemble, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de problème pour trouver un lieu derrière. Donc nous, on a fait les deux en même temps, c'est-à-dire que j'avais créé la communauté de télétravailleurs et que derrière, le Conseil général a développé les espaces. Et que quand on fait la jonction des deux, on a des télécentres qui fonctionnent. Ensuite, on pourrait dire qu'une fois que le télécentre a ouvert ses portes, c'est là que ça commence. C'est là que commence l'activité. C'est là qu'il faut créer du lien. Il faut créer du lien, que les gens aient plaisir à venir travailler ensemble, qu'ils trouvent des services, qu'ils montent des projets ensemble, qui se retrouvent régulièrement pour des formations entre eux, que vous créez une véritable communauté vivante. Ce sont des petites communautés, évidemment, mais ce sont des communautés qui fonctionnent. Ensuite, il faut absolument ne pas rester seul dans son coin, dans sa commune, dans son télécentre. Il faut arriver à mutualiser les investissements. Alors quand je dis mutualiser les investissements, c'est qu'il ne faut pas faire ce qu'on a fait depuis 15 ans en France avec les télécentres, en expliquant un lieu, un type d'activité. Dans les télécentres, on avait des télétravailleurs salariés qui devaient venir. Dans les espaces publics numériques, on avait le grand public qui venait se former, et ainsi de suite. Et là, c'est l'inverse qu'il faut faire. Dans les télécentres, il faut arriver à diversifier les activités pour que le lieu soit occupé le plus souvent possible par le plus de monde possible. Qu'il y ait un brassage de différents types de populations, des professionnels, des non-professionnels, tout simplement parce que les non-professionnels, un jour, ils sont aussi professionnels. La maman qui vient accompagner ses enfants pour une formation aux réseaux sociaux, peut-être qu'elle ou son mari va revenir une autre fois et qu'elle sera cliente du télécentre pour son usage professionnel. Il faut favoriser l'implantation de projets. Plus vous avez de monde, plus votre
communauté est active, plus vous allez voir des projets créés par la communauté. Des projets de business, des projets d'animation, que sais-je encore. Je vais vous donner un petit exemple. La semaine dernière, on a tenu l'Assemblée Générale du télécentre de Boitron, qui est tout petit, hein, c'est 2 bureaux privatifs et une grande salle d'espace de coworking de formation. Donc on est 10 membres, 10 clients, 10 membres qui payent leur présence. Et sur les 10 membres, il y en a au moins 5 ou 6 qui avaient des projets de création d'activités professionnelles entre eux, d'amélioration du fonctionnement du lieu. Par exemple, on va créer une bibliothèque partagée dans laquelle on va amener des livres professionnels, une espèce d'open bibliothèque, open library, dans laquelle les gens peuvent prendre un livre s'ils en apportent un autre. Donc on va faire circuler des livres. On a tous chez nous des livres qui ne servent à rien, qu'on a lus et qui ne profitent pas aux autres. Donc on va partager une bibliothèque, ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Deuxièmement, il y a, sur le parking du télécentre, c'est là où arrive le bus scolaire. Donc on va aller faire un café le matin pour sensibiliser les mamans et le soir faire un arrêt aide aux devoirs en utilisant l'internet s'ils ont besoin avec un animateur, bénévole évidemment. Donc des projets comme ça, quand vous avez un lieu, quand vous avez une communauté, ils vont se développer tout seuls. Il faut juste créer les conditions pour favoriser l'implantation des projets. Ensuite, il faut développer le réseau. Développer le réseautage avec les entreprises du territoire, avec les politiques, avec les élus, avec les fonctionnaires des différentes administrations, avec les consulaires. Il faut croiser tous ces réseaux. Et donc, dans ces conditions-là, votre lieu devient un lieu de vie et un lieu où il se passe des choses et un lieu où les gens savent qu'il va se passer quelque chose. Il faut également favoriser l'aspect coworking. Hein, c'est quoi le coworking? C'est un phénomène qui est né il y a 4-5 ans dans la Silicon Valley, tout simplement parce que les entreprises grossissent très vite. Donc leurs salariés, quand ils n'avaient plus de bureau, prenaient l'habitude d'aller travailler avec leurs collègues dans des cafés sympas, des cafés whisky, des cafés équipés en wifi. Et non pas en whisky. Le télécentre est donc un endroit très convivial qui doit permettre cette forme de travail, de co-travail en commun, ce qui a souvent été oublié ou complètement ignoré dans les télécentres de première génération. Ensuite, il faut éviter les usines à gaz. Ça ne sert à rien de faire un énorme projet à la campagne, hors de prix, parce qu'on arrivera d'abord difficilement à monter le budget. Et deuxièmement, après, ça sera très difficile de l'équilibrer si on arrivait à le monter. Je vais vous donner un exemple. La première génération du télécentre dans mon village, ça a coûté 15 000 € à la commune, plus une subvention de 10 000 € du conseil général. Donc vous voyez que ce n'est pas un projet très très cher. Nous, il est amorti en 5 ans. Et on a fixé une activité dans la commune qu'on n'aurait pas eu sans ça. Enfin, un aspect important, il faut se méfier des choses qui se voient. Les élus, hein, dans leur nature, pour leur communication, aiment bien couper des rubans. Parce qu'on va avoir la presse locale qui va être là, on va pouvoir mettre une action bien concrète et bien visible au bilan du mandat. Le problème, c'est qu'on ne voit pas tout ce qui manque. On voit l'infrastructure qu'on inaugure, mais on ne voit pas, par exemple, tous les postes d'animation, donc qui ne se voient pas. Donc il faut bien penser, dans le projet, à aussi développer des choses qui ne se voient pas, mais qui sont extrêmement importantes, comme le réseau humain, par exemple, le développement et l'animation du réseau humain. J'ai un élu qui m'a dit un jour, on n'inaugure pas les réseaux d'assainissement. C'est vrai qu'un réseau d'assainissement, c'est indispensable dans une collectivité. Malheureusement, c'est pas très glamour et ça ne s'inaugure pas trop avec la presse. En revanche, si on pense bien à toutes ces choses qui ne se voient pas, on a de fortes chances que les choses qui se voient fonctionnent. Et éviter ce qu'on a vu dans l'étude du CNRS dont je vous parlais juste avant, c'est qu'on a des télécentres superbes qui restent vides la plupart de l'année. Alors,
depuis l'année dernière, nous, dans la mutualisation des lieux, on a, un petit exemple, on a organisé de gauche à droite des séances pour les adolescents, découverte des réseaux sociaux, découverte des jeux en réseau, découverte de la visioconférence, et à droite, initiation pour les tout petits, hein, les jeunes enfants avec leur maman, d'animation, de services, de jeux qu'on peut trouver sur le web. Voilà. Donc ça, on va les multiplier cette année pour différents publics, pour les plus âgés, qui ont un peu peur de l'ordinateur et d'Internet, donc on va les accompagner. Et plus on monte de projets, plus on trouve de bénévoles qui ont envie de s'en occuper. Alors, on a développé aussi, ça c'est une coquille, tiens, dans le titre en bas, développer des services autour du télécentre, des formations en particulier, formations à distance ou en présentiel, suivant les cas sur des formations assez courtes entre nous et les bénévoles, ou ce sont des formations payantes pour des gens, des formateurs du réseau, qui peuvent ainsi avoir un petit flux de business autour du télécentre. Voilà, si vous avez des questions.